Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre le diaporama. Vous avez le diaporama sous les yeux? Oui, c'est tout bon. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, de nouveau, merci à tout le monde pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Notre sujet du jour pour ce webinaire, on va parler de portefeuille projet et notamment questionnement sur ces notions de stratégie de portefeuille et avec un point d'interrogation quand on veut mettre en place ces stratégies. C'est déjà, mais par où commencer? Et c'est un gros sujet qu'on travaille avec Laboratoire Expanscience depuis un certain temps. Et donc, Alexandra Maillard, qui est notre témoin d'aujourd'hui, que je remercie énormément, va vous partager cette expérience et elle va pas tarder à se présenter. Donc, la logique, c'est de voir comment on peut construire une stratégie de portefeuille de projets de transfo, donc pour faciliter et sécuriser l'exécution des projets concernés. Et avec une donnée d'entrée, ben, pour ceux qui nous connaissent, hein, c'est notre ADN, c'est la théorie des contraintes, avec la fameuse phrase de la TOC, hein, qu'il est impossible d'améliorer un système dont on ne connaît pas le but, et on verra que c'était un point de départ qui était intéressant et important pour Laboratoire Expansions. Donc, comme je vous le citais, ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas à couper la caméra pour ne pas apparaître si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement. En termes de fonctionnement, ce qu'on va vous demander, c'est couper vos micros pendant le webinaire et on se réservera une séance de questions, une petite dizaine de minutes, donc à la fin du témoignage pour, ben, si vous avez des commentaires, des partages ou des questions à poser à Alexandra ou moi-même, ben, avec plaisir qu'on puisse les traiter. Mais on le fera plutôt en fin de webinaire. Deux petits mots sur Optime Ressources, mais je pense que toutes les personnes qui sont là nous connaissent déjà. Donc, rien que pour dire que voyez le titre, un double but, bah, ça sera un beau sujet du jour, puisque c'était notre point de départ par où commencer. Ben, voilà, nous, on est très orienté sur la performance des organisations et l'épanouissement des équipes, et notamment en le faisant de façon responsable. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait va dans ce sens-là, et c'est important d'avoir ce but pour donner du sens, et Alexandra nous le témoignera dans le cas de Laboratoire Expansience. Quelques chiffres chez nous, donc on va fêter on fête nos 40 ans cette année, en 2026, donc voilà, en plus c'est notre anniversaire, donc c'est top. Nous sommes ouais, 20, 22 dans la structure, sous format de scope depuis 2019, donc nous sommes tous des associés. On accorde une part de notre activité en trésor de paix, qui nourrit notamment une partie de notre but sur la façon de travailler de manière responsable. Donc, c'est d'aider des associations sur des projets qui sont avec des valeurs en lien avec les nôtres. Et ben voilà, vous avez une vision aussi de notre activité sur 2024, mais je ne vais pas m'étendre plus que ça sur Optime, puisque je pense que vous connaissez déjà toutes et tous Optime Ressources. Je vais plutôt laisser parler Alexandra, que je remercie encore énormément, qui a bien voulu accepter ce témoignage. Et donc, je te laisse te présenter, Alexandra. Je passe les slides et puis après, je reprendrai la main. Ouais, merci. Bonjour à tous et merci Alexis et Optime de me donner la parole aujourd'hui sur ce sujet. Bon, disclaimer, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à vos questions. C'est un vaste sujet, mais on va essayer avec Alexis. Peut-être Alexis, si tu passes à la slide suivante. Bon, en quelques mots, moi je suis diplômée de Neoma Business School en 2011. Après, j'ai eu plusieurs postes de chef de projet CRM international au sein de différentes structures comme Clarins, Sisley ou 24s.com. Et ça fait 8 ans tout pile que je suis chez Expansiance, où j'ai commencé par un poste de chef de projet CRM et e-commerce international. Puis j'ai eu la responsabilité d'un projet, pardon, responsable de projet production locale qui visait à avoir de la production locale dans notre filiale au Brésil. Et ça fait 2 ans que je suis chargée de mission et pilote transformation, et c'est dans ce cadre que je témoigne aujourd'hui. Et accessoirement, maman de 2 petits garçons au sein de ce parcours. Voilà pour Très ma bien. partie. Allez, on continue. Deux petits mots sur l'entreprise. Ouais, bien sûr. Donc, Expansience ou laboratoire Expansience, c'est un laboratoire qui est indépendant, français et familial, qui a été créé en 1950. On a notre site de production qui est à Épernon, en Eure-et-Loir. On est société Bicorp depuis 2018. On est assez fiers parce qu'on était le premier laboratoire pharmaceutique à être certifié Bicorp.
On est société à mission depuis 2021. Et d'ailleurs, notre raison d'être en tant que société à mission, c'est d'aider les individus à façonner leur bien-être. Ça s'applique au quotidien dans nos activités, puisqu'on a trois branches, la dermocosmétique, le bien-être avec l'âge par les zones articulaires et rhumatologie, on le verra juste après, et la partie active cosmétique et nutraceutique. Et on a une ambition forte, c'est de devenir une entreprise à impact positif et à visée régénérative. Et pour ça, on a un programme Impact qui nous aide dans nos projets à se rapprocher de cette visée régénérative d'ici 2040. Super. Et on peut déjà dire, Alexandra, que ce slide de vision globale de présentation de Laboratoire Expansions a été déjà une bonne donnée d'entrée de réflexion pour travailler sur Portefeuille. le but du portefeuille. Hein, Tout à fait. on va être en Ouais. lien avec la finalité. Ok, allez, je continue. Ouais, alors peut-être un Hein. focus sur nos activités dans notre portefeuille. Donc, je parlais de la partie dermocosmétique, c'est la partie bien-être des familles principalement avec la marque Mustela que vous connaissez peut-être, qui est sur le bien-être des bébés, tout ce qui est gel douche, shampoing, liniment, crème solaire. Et puis, on a une marque aux États-Unis qui s'appelle Babo Botanicals. On a aussi la partie bien-être avec l'âge, avec un médicament qui est Piasclédine 300 pour l'arthrose du genou. Nous avons aussi des dispositifs médicaux avec Yalexo ou Letens. Et puis récemment, on a lancé une marque de compléments alimentaires et de cosmétiques qui s'appelle Yana. On a une troisième activité qui sont les actifs nutraceutiques et cosmétiques. Ce sont des actifs qu'on vend à d'autres laboratoires ou entreprises cosmétiques pour leurs propres soins. Et puis une toute petite partie sur la dermatologie avec le médicament Effizinc. Et une dernière slide sur la partie d'expansion, ce qui est sur notre implantation. Aujourd'hui, on est présent, enfin historiquement, vous l'avez compris, on était en France, mais aujourd'hui, on réalise 82% de notre chiffre d'affaires, pardon, à l'international via nos 13 filiales. Et puis aussi, on a 90 distributeurs qui nous distribuent dans le monde. Je parlais de nos sites de production à Épernon en Eure-et-Loire, et puis on a aussi un site de transformation de nos végétaux au Pérou. Voilà pour les laboratoires Expansions. Super. Merci beaucoup pour cette vision de l'entreprise, Alexandra. Et donc, on va continuer à rentrer dans notre sujet. Et pour commencer, on voudrait vous solliciter en vous posant une petite question. Très simple, très rapide pour avoir votre avis et qui va alimenter après nos débats. Et on va vous proposer d'utiliser le chat de Teams pardon, pour répondre à cette question, qui est tout simplement, à vos yeux, ben, quelles sont les clés de succès d'un portefeuille de projet? Si on peut se prendre 2 minutes et si vous pouvez lancer vos idées dans le chat, ça alimentera et j'en citerai quelques-unes et je rebondirai sur vos éléments pour vous partager un point de vue que nous avons. Donc, votre vision sur les facteurs clés, les clés de succès d'un portefeuille de projet. Le piloter, très bien. La priorisation, ouais, effectivement, vous suivez. Donc, il y a du pilotage, il y a de la priorisation, il y a du lien stratégie, que ça reflète bien la stratégie d'entreprise, un alignement. Il nous faut un alignement, vous dites, une définition d'objectifs clairs pour, hop, je vais revenir un petit peu. Pour chaque projet, ouais, effectivement, très bien, une vision d'ensemble, des données de charge, oui, ok. L'animation régulière qui va avec le pilotage, effectivement, il y a une dynamique derrière et à différents niveaux. Un pilotage et priorisation, un alignement, un nivellement des risques, oui, il y a la notion des risques également qui ressort, très bien. Ok, qui s'inscrivent dans un schéma directeur clair et porté au plus haut niveau. Donc là, on voit le côté implication en direction générale. Et ouais, enfin, Alexandra pourra bien, je pense, partager ce point-là par rapport à Laboratoire Expansion, au travail qu'on peut développer. Une répartition entre les projets d'INO, le développement et le maintien de la gamme existante. Ok, donc il y a des notions de typologie
typologie de projet, avec peut-être pas les mêmes priorités stratégiques. Un bon management de projet, oui. En tout cas, pour avoir une vision juste, il y a un point qui est en tout cas important, c'est ce côté pour manager un portefeuille, vous voyez, vous le dites, il y a une donnée d'entrée, c'est qu'il faut déjà bien gérer chacun des projets, qui soit déjà bien cadré, qui soit bien planifié, qui soit bien piloté, qui ait des bons cadrages, des bonnes visions de charge. Et ça, c'est important pour alimenter le portefeuille, et c'est une des conclusions qu'on aura. Et le portefeuille va également alimenter la notion d'avoir des managements de chacun des projets qui est plus robuste. Donc, le décret, le partagé, du management visuel, oui, il y a de la communication, effectivement, avec de la coopération des équipes. Et vous verrez que la com est un point au cœur également de nos réflexions avec Alexandra, un même standard, ouais. Instance de pilotage, très bien, très bien, très bien. Une progression pluriannuelle. De l'agilité, ouais, effectivement. Savoir être flexible et s'adapter. Et ce qu'on se dit à un instant T, ben, vous voyez bien les environnements dans lesquels on vit, qui sont assez mouvants, et du coup, il faut effectivement être capable de s'adapter. Une implication, un alignement avec la gouvernance de l'entreprise, parfait. D'où le fait qu'il est important d'être au clair déjà sur finalité de l'entreprise, gouvernance en place, et qu'après ça se décline au niveau du portefeuille sur ce qu'on en attend et comment on va le piloter. Très très bien. Eh ben, c'est super, c'est bien riche en tout cas, tout ça. Une implication et un aimant, ouais, ça je l'ai cité. Ok. Merci pour tous ces retours. Je vais vous remettre en mode diapo. Vous avez bien de nouveau le mode diapo? Oui. Ouais, très bien. Alors, avant de rentrer sur ce témoignage sous format de questions-réponses avec Alexandra, moi je voulais vous partager cette vision qui est qui est un constat que nous on porte, alors qui est basé pas tant sur les facteurs clés de succès, mais plutôt sur les difficultés qu'on rencontre dans le portefeuille, mais on pourrait le tourner dans l'autre sens pour dire que ça devient des facteurs clés de succès. Et en tout cas, qui sont des éléments qui vont nourrir notre webinaire. On a un premier point qu'on constate, c'est qu'on a régulièrement des priorités qui sont agitées dans l'entreprise, avec notamment des gros conflits de priorités entre les uns et les autres. Que ce qui est prioritaire pour une entité, pour un service, n'est pas pour l'autre. Ce qui est prioritaire à l'instant T, eh ben, est-ce que ça va l'être à l'instant T plus N? Bref, il y a des turbulences dans les priorités et qui engendrent des conflits de priorités, des changements fréquents. Et c'est compliqué dans le quotidien, avec notamment des chefs de projet qui, à un moment donné, dans cette notion de X projet, ont besoin des ressources et qui sont sollicité par plusieurs projets. Et vu que ces priorités sont très mouvantes, on ne sait plus vraiment ce qui est prioritaire. Et c'est chaque projet qui se bat pour avoir les mêmes ressources. Bah, c'est la logique de dire qu'en fait, pour chaque chef de projet, son projet, c'est le plus important du monde. Donc, forcément, la ressource doit bosser pour son projet. Et là, ça manque de cohérence. Il y a un deuxième point qu'on constate souvent, c'est un manque de visibilité, et notamment des managers qui sont dans une espèce de tunnel avec beaucoup de brouillard et des phares qui ne marchent pas très bien. Et donc, manque de visibilité, manque d'anticipation, de prévisibilité, pour toute cette question de gestion de ressources. Dans l'allocation des ressources à l'instant T, pour ce qui est dans le pipe, mais également en termes d'anticipation sur et qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va venir, et notamment vers où on pourrait s'améliorer, si j'ai à développer de la ressource, qu'elle soit humaine, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit autre, et ben, sur quoi je peux me baser pour anticiper notre avenir. Autre point qui apparaît souvent, c'est des pressions constantes, du coup, auprès des différents services, auprès des différents managers des départements des services et des ressources qui travaillent dans ces départements, puisque ces personnes interviennent dans les projets et elles sont très souvent pressurisées par des questions de temps, de ces questions qu'on citait tout à l'heure de conflits. Il y a des attentes élevées dans les projets et, comme je disais, avec des délais très serrés. Et donc, ça manque de sérénité au niveau du travail des acteurs. Et enfin, il y a des questions, un constat sur les questions de résultats de reporting, avec
des niveaux de reporting qui sont importants, voire peut-être de plus en plus importants, avec des contenus de reporting qui des fois perdent du sens par rapport à une finalité globale et qui en soi peut même engendrer des conflits en interne pour plutôt être sûr que j'atteins mon propre objectif et sans me soucier de réellement quel impact ça peut avoir sur une globalité. Et notamment avec toujours ce point de dire effet rétroviseur, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait avec justification des écarts. Et là, c'est des points qui sont compliqués dans la vie des projets et puis qui engendrent des difficultés dans le portefeuille et qui sont des points qui, qui concernent également Laboratoire Expansions. Le manque de visibilité, on l'a fortement vu, des priorités agitées, on l'a fortement vu, les notions de reporting, on l'a fortement vu, et donc ça nourrit les réflexions qu'on a pu porter. Allez, on continue. Et du coup, Alexandra, avec plaisir que tu puisses nous expliquer maintenant ta Oui. mission au sein en tant que pilote de transformation. Oui, avec plaisir. On a pas mal cheminé avec ma chef, parce qu'on est deux dans la direction transformation. On s'est un petit peu cherché depuis la création de l'entité il y a 1 an et demi. Puis grâce au travail aussi qu'on a fait avec Alexis sur une partie, ça nous a aidé à structurer notre ambition, qui est transformer nos modes de fonctionnement pour créer les conditions de la robustesse au service de la réalisation de la mission d'expansion. Donc la mission d'expansion, on en a parlé en introduction en présentant Oui. l'entreprise, c'est d'aider les individus à façonner leur bien-être sur une planète en bonne santé, et la robustesse qui nous semble aujourd'hui, dans un monde incertain, le meilleur moyen de, voilà, plutôt que de pousser au maximum les curseurs de la performance, et plutôt d'aller chercher les bons équilibres pour pouvoir résister aux chocs qui arrivent. Et donc c'est en ce sens qu'on essaye de se transformer. Quand on a créé la direction transformation il y a 1 an et demi, on faisait face à différents enjeux dans l'entreprise. Le premier, c'est de moderniser et sécuriser nos systèmes d'information. On essaye aussi de transformer notre unité de production à Épernon et aussi au Pérou pour limiter notre impact carbone et puis aussi répondre à la demande de nos clients. On essaye de transformer nos modèles d'affaires pour avoir un impact positif sur la planète et les écosystèmes. Et donc, ça nécessite de transformer nos modèles d'affaires. Et puis, tout ça s'accompagne d'une culture aussi en interne des collaborateurs pour pouvoir aller vers cette transformation. Donc, ça faisait beaucoup de projets. Il y a pas mal de choses que vous avez partagées dans le chat qui résonnent. Et donc, c'est pour ça que l'entreprise a décidé de créer cette direction qu'on a structurée autour de 3 pôles. Le portefeuille de projets de transformation dont on va parler aujourd'hui. La partie amélioration continue, maîtrise de nos processus. Et pour ça, on a des BPO en interne, des Business Process Owners, qui utilisent la méthode de Business Process Management. Et puis aussi une partie plus, la culture, elle est travaillée plus par les RH, mais comment on l'ancre au quotidien, c'est la partie efficacité collective avec des méthodes de travail partagées qu'on essaye d'ancrer chez les collaborateurs et aussi via le portefeuille de projet transformation. Ok. Et déjà, Alexandra, on peut voir, tu vois, je réagis avec le slide que tu nous présentes, c'est que dans ce travail de portefeuille et qu'on est en train de mettre en place, en fait, ça touche les 3 axes. Oui, Hein. On a besoin après de standardiser par du process et le côté de travailler en collectif pour cette efficacité est un fondamental. oui, tout est lié. Tout est lié, c'est parfait, très bien. Et tu peux nous en dire un peu plus sur le côté de la gestion d'un portefeuille projet si on fait ce focus? Oui, comme je le disais, il y avait beaucoup de projets et ils étaient très en silo. Donc, la direction nous a donné le mandat de travailler sur un portefeuille de projets euh, qu'on a appelé de transformation, mais c'est surtout des projets transverses qui viennent toucher différentes équipes, dont le but numéro un était de sécuriser l'exécution de ces projets clés à notre transformation et à notre chemin, désiloter les directions pour qu'on ait une vision plus transverse, parce que c'est rarement une direction qui travaille seule, elle travaille avec un écosystème, donc ça vient impacter les autres à côté. Et puis, un point que vous avez mentionné, et bien sûr, qui est au cœur de notre sujet, qui est assurer la capacité à faire et donc la bande passante des équipes. Concrètement, on ne vient pas se substituer aux équipes via cette équipe transformation et les équipes projet. On vient amener du lien et de la visibilité au comité de direction. Et pour ça, on s'appuie sur les pilotes de programmes majeurs qu'on a en interne et les
BPO dont on parlait. Avec les BPO, on a créé le comité, et les pilotes de programme, on a créé le comité de transformation qui vise à capter les informations des projets en cours et à pouvoir alimenter le comité de direction pour des prises de décision si nécessaire. Pour ça, on a différents enjeux. C'est le pilotage du flux de projets entrants, puisque je disais, comme on avait beaucoup de projets, on avait un enjeu à ne plus faire entrer de nouveaux projets, mais déjà bien amener à leur fin en temps et en heure les projets qui étaient en cours, donc de piloter ce flux de projets entrants. Ensuite, on avait bien sûr des copiles et des comités de pilotage et des comités de projet dans nos projets, notamment puisqu'on en parlera après, mais Optim nous a accompagnés à essayer de renforcer notre méthode de pilotage de projet. Mais c'était très en silo et on n'avait pas toujours les alertes qui remontaient quand il y avait des projets en souffrance. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un suivi de l'état de santé des projets pour donner une visibilité globale sur ces projets du portefeuille. Justement, je disais visibilité sur ces projets et l'avancement pour pouvoir communiquer aussi auprès de l'entreprise et dire que voilà, chacun contribue à un tout. Via le travail qu'on a pu mener avec Alexis aussi, on essaye, on a encore ses premiers pas, mais d'avoir un travail sur les ressources contraintes, puisque notre Mm. sujet, c'est vraiment la charge et la capacité à faire des équipes, et donc de pouvoir mieux matérialiser et visualiser ces ressources contraintes pour faire passer les projets. On va en reparler après. Un point qui a vraiment été au cœur de notre action cette année, c'était d'aider les blocages transverses dans les projets, justement qu'on puisse être ressource pour amener de la facilitation et essayer d'aller débloquer, soit pour clarifier un mandat, soit pour libérer des ressources pour que ces projets avancent et puissent être livrés à l'heure. Et enfin, quand ils se terminent, pouvoir faire des retours d'expérience pour capter les enseignements et pouvoir capitaliser dessus pour les prochains projets et commencer à créer cette gestion des connaissances. Ouais, très très bien. Et tu vois, je vais ajouter avec deux, trois mots-clés. Quand le premier point que tu as cité sur le pilotage du flux de projets entrants, tu disais déjà de stopper, de lancer des projets, de faire déjà ce qu'on a. Bah, c'est la bonne logique de dire euh, commençons à terminer les projets qu'on fait et arrêtons dans un premier temps déjà de lancer de nouveaux projets. Lançons des projets pour les faire jusqu'au bout, quoi. Donc il y a ce travail-là et qui est loin d'être simple hein, dans les faits et qu'on voyait bien avec les membres du comité de direction que c'était pas facile ou de stopper des projets en cours, de les mettre en stand-by, c'est pas facile de le faire accepter. Mm. Et la notion de ressources contraintes, toi, tu l'as dit, c'est un point sur lequel on travaille avec Alexandra depuis peu. C'est une nouvelle notion, mais qui a bien pris hein, dans ta structure, Alexandra. C'est des termes maintenant qui sont utilisés au niveau direction. Ouais, tout à fait. On n'est pas encore, voilà, on apprend et on va continuer à travailler avec Alexis sur le sujet pour pouvoir en créer toujours plus. Mais oui, on commence vraiment à adopter cette vision et à réfléchir en ce sens. C'est ça. Il y a cette prise de conscience qu'il est important de se questionner sur ces ressources contraintes. Oui, OK, merci. On continue? oui. Alors, pour continuer, maintenant, c'est bah, ton besoin de travailler sur cette côté de stratégie de portefeuille. C'est quoi l'origine de ce besoin-là? Alors, Alexis et Optime, ça fait un petit moment que Expansions et Optime travaillent ensemble. Notamment, ça a commencé sur la partie formation avec une formation gestion de projet. D'ailleurs, que j'ai suivi personnellement il y a 5 ans, donc ça fait un petit moment. Et puis aussi une couche qui a été remise récemment sur la partie sponsor des projets, dans lequel Alexis parlait de cette méthode de la théorie des contraintes et enfin, oui, la théorie des contraintes et les ressources contraintes. Nous, en parallèle, je vous le disais, on a commencé à structurer notre travail sur le portefeuille projet. Néanmoins, on faisait toujours face à deux problématiques que vous avez très bien mentionnées dans la conversation, qui sont la capacité à faire des équipes, matérialiser cette bande passante. C'est un sujet qu'on a du mal parce que les équipes aujourd'hui ne saisissent pas leur temps, en tout cas pas toutes. Et puis l'autre sujet qu'on avait, c'était la priorisation. Comment classer les projets les uns par rapport aux autres? Je vous l'ai partagé en introduction. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux en interne. On souhaite voilà, améliorer, se moderniser sur certains aspects comme les systèmes d'information. Par ailleurs, on est aussi très ambitieux sur nos modèles d'affaires pour les transformer et avoir un impact positif. Et là, il y a du chemin. Donc, on cherche forcément des gains financiers, des gains extra-financiers sur le carbone. On cherche à moderniser, on cherche à être pionnier. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux qui se mélangent chez nous. Et donc, c'est pas toujours simple au sein du portefeuille de prioriser parce qu'on peut pas juste dire, ah bah, je vais aller chercher le gain financier le plus fort. En fait, non. Parfois, c'est pas forcément le gain financier le plus fort, mais ça peut être le gain carbone le plus fort. Ou alors, il y a ce qu'on appelait les enablers.
oui, moderniser tel système d'information, ça ne va pas contribuer à notre chemin de transformation, mais normalement, si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne pourra pas se développer demain. Donc c'est pour ça, quand Alexis nous a parlé de la théorie des ressources, la théorie des contraintes, pardon, ça a beaucoup résonné pour nous et c'est pour ça qu'on a voulu creuser ce sujet avec Alexis et pas tant sur la partie formation, mais vraiment sur la partie plus conseil. OK, comment opérationnellement maintenant on fait vivre ça dans notre portefeuille? Et j'aime beaucoup cette image des éléphants, j'en parle à chaque fois et je la ressors à chaque fois. C'est comment on passe de trop de projets avec tous ces éléphants à faire sortir pour pouvoir les ordonner les uns après les autres et qu'ils puissent passer plus ou moins en parallèle, mais en tout cas avec l'enjeu qu'ils sortent tous à l'heure, mais qu'on ait pu réussir à bien les articuler. Donc ça, c'était vraiment notre enjeu au départ en sollicitant Optime. Ok. Et à ce jour, Alexandra, tu as des éléphants qui commencent à sortir? Oui, il y a des efforts qui commencent à sortir, mais c'est vrai que c'était un travail assidu de tous les jours pour faire en sorte que voilà, la situation reste sous contrôle. Ah oui. Et comme on disait tout à l'heure, pour chaque chef de projet, son projet, c'est le plus important du monde. Donc, c'est le premier éléphant à faire sortir, quoi. C'est ça. Hein, donc, c'est compliqué. Ok, très bien. Et du coup, tu peux nous exposer, nous développer les différentes étapes de l'approche qui a été développée? Oui, le besoin de départ qu'on a exprimé, c'était de gagner en maîtrise du pilotage de portefeuille. Je vous l'ai dit, on avait besoin d'avoir un éclairage nouveau sur la manière dont on pouvait piloter ce portefeuille. Et donc, on a travaillé avec Alexis sur quel est le but de notre sujet. Ça semble simple comme question, mais ça l'était pas tant que ça. Hmm. Voilà, par exemple, Alexis nous a pris des exemples, alors tu en parleras mieux que moi, mais de l'hôpital, où bêtement on s'est dit, bah, c'est d'offrir une offre de soins efficace pour les patients. Et Alexis nous a dit, bah non, ça c'est pas viable. Si l'hôpital ne faisait que ça, il pourrait pas survivre. Il y a aussi un enjeu d'offre de services et de rentabilité pour lui. Donc voilà, on a pas mal itéré pour définir bah, déjà quel est le système dont on parle. Donc bien se Ouais, recentrer sur la notion de portefeuille. Et ouais, puis après dire, bah, ce portefeuille, comment il vient faire écho à la raison d'être d'Expansion, comment il vient se mettre à son service, puisque vous l'avez dit, c'est aussi un miroir avec la stratégie. Et donc, voilà, comment ce système, voilà, quel est le but? Après, on a défini, bah, pour atteindre ce but, quels sont nos facteurs clés de succès pour y arriver? Et enfin, pour que ces facteurs clés de succès se réalisent, quelles sont les conditions nécessaires? Donc, c'est ça, Alexis nous avait présenté que c'était le goal tree. Donc, c'est ce qu'on a travaillé et qu'on va vous présenter juste après. Et puis dans le travail qu'on a mené ensemble aussi, c'est là où on a commencé à réfléchir à cette notion de ressources contraintes des projets qu'on a commencé à matérialiser. Puis après, comment on a adapté nos processus de projet pour pouvoir répondre à ces ouais. enjeux-là, on en parlera aussi après. Et enfin, bah, tout ça, voilà, on interagit avec beaucoup de parties prenantes, surtout en interne. Et donc, quel est le plan de conduite de changement qu'on doit avoir pour pouvoir mettre en œuvre tout ça et que ça porte ses fruits? Ouais, tout à fait. Et notamment, Alexandra, tu peux témoigner que ces trois premières étapes là qui définissent ce goal tree, quand on en parle comme ça, et tu l'as très bien dit, ça paraît super simple, mais en fait, on y a déjà passé un certain temps pour faire ça, hein, Mm. et de le faire, et de le partager surtout en interne. Et notamment, il y a eu une belle réflexion qu'on va développer sur déjà quel est le système, qu'est-ce qu'on considère comme le système à travailler. Tout à fait. Hein. Ok, super. Eh ben on y va, on zoome. Et ce fameux goal tree que tout le monde attend, ou l'arbre du but, est-ce que tu peux maintenant nous présenter quel est ton système, quel est le but associé? Oui, comme vous l'avez compris, donc notre système, c'est le portefeuille des projets de transformation des laboratoires Expansions. Peut-être Alexis, si tu passes, voilà, super, merci. Et donc le but, c'était créer les conditions pour favoriser la réalisation de ces projets du portefeuille d'une manière systémique pour conduire à des transformations significatives dans l'entreprise, visant à développer la robustesse en lien avec la mission d'Expansions, comme vous l'avez compris. Ce qui était important pour nous, c'est de manière systémique, parce qu'encore une fois, un projet, bah, c'est pas une équipe qui vit toute seule et qui déroule. On doit vraiment réussir à créer cette synergie entre les équipes et à la visualiser. Et puis créer les conditions, parce que nous, encore, je vous le disais tout à l'heure, nous, à la transformation, on ne vient pas se substituer aux équipes projets. Les équipes projets continuent à avoir leur propre comitologie et manière de fonctionner. Donc nous, c'est comment on vient les aider, comment on crée les conditions pour qu'elles puissent avoir les moyens de réaliser leurs projets. Donc via notamment les enjeux dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc c'est ça le but du système. Et puis on va le voir après comment on l'a décliné sur nos facteurs clés de succès et nos conditions nécessaires. Ouais. Et notamment, Alexandra, cette question-là du système tel qu'il est posé sur ce slide,
C'était une sacrée question qu'on a eue au départ, de dire qu'est-ce qu'on considère comme système. Euh, la première réflexion aurait pu être de dire le système, c'est Laboratoire Expanscience dans sa globalité, et on va travailler sur le but de Laboratoire Expanscience. Mais c'est un système qui était trop global, trop générique par rapport à ta mission, par rapport au comité de transfo, et qui aurait été difficile à maîtriser en termes de taille globale. Donc, la décision a été prise hein, par rapport à ce que toi et Arina souhaitez faire dans le comité de transfo avec ce portefeuille, de rester sur cette vision de vous. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Est-ce que vous pouvez améliorer? Tout à fait. Bon, enfin, effectivement, c'était pas au niveau de l'entreprise parce qu'on n'avait pas la capacité à travailler là-dessus. Et puis ça, c'est des choses qui sont travaillées par le comité de direction. On s'est aussi posé la question de est-ce que c'était la direction transformation globale. Et comme vous l'avez vu au début, le travail avec Optim nous a permis d'aller affiner le travail global de la direction. Mais là où on voulait vraiment gagner en impact et travailler lors de la collaboration, c'était vraiment sur le portefeuille de projet de transformation parce que c'est là où, comme Oui, je disais, on voulait gagner en maîtrise particulièrement. c'est ça. Et un point qui est important, quand vous regardez bien le but, peut-être qu'il a été décrit donc pour le portefeuille de projet de transfo de Labo Expansions. Donc, on a bien un but de créer des conditions pour favoriser la bonne réalisation des projets du portefeuille, ok, mais voyez, c'est bien pour une finalité qui est d'atteindre la mission d'expansion. Hein, il faut pas l'oublier, sinon on peut perdre cette finalité que, en soi, on veut développer de la robustesse et on veut aider les individus à façonner leur bien-être sur une planète en bonne santé. Donc, c'est ce lien-là qui fait qu'on retrouve bien quand même dans le but du système du portefeuille des projets de transfo, ce lien par impact qui va toucher la mission d'expansion. OK. Et du coup, Alexandra se travaille sur le système et le but. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant en quoi ça a pu contribuer au travail sur la stratégie du portefeuille projet? Oui, donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail du fameux goal tree. Je vous ai partagé quel était le but de notre système. Et donc maintenant, les facteurs clés de succès, qui reprend bien sûr des choses que vous avez mentionnées dans la conversation. C'est une vision partagée de la mission et des priorités du portefeuille, parce que voilà, ça peut évoluer, chacun a sa compréhension, notamment quand on parle de transformation, c'est tellement large que chacun a un peu sa compréhension de la transformation et de qu'est-ce qu'on met ou pas dans ce portefeuille. Et donc, pour nous, les conditions nécessaires, c'était un alignement avec les orientations stratégiques de l'entreprise, que ça soit qu'il y ait un système de priorisation des projets du portefeuille, et puis montrer l'avancement du plan de transformation régulièrement aux collaborateurs, parce qu'encore une fois, chacun contribue, et il n'y a pas forcément la vision globale, et donc c'est important de pouvoir montrer, voilà, parfois, on peut freiner un petit peu son projet parce que ça contribue à un autre projet qui, lui, a besoin d'être délivré plus tôt. Donc, c'est important d'embarquer dans quelque chose d'un peu plus global et aussi sur les priorités de l'entreprise parce que comme on parlait de beaucoup de projets, c'est aussi important de dire, il y a beaucoup de projets, mais en tout cas, sur cette période, on a besoin de se concentrer sur tel projet pour telle raison. Ensuite, c'est un mandat officiel du comité de direction vers la direction transformation, puisque et c'est des choses qu'on a pu faire évoluer au fur et à mesure de notre pratique sur l'année et demie. Il y avait le mandat qui était donné au comité de transformation d'arbitrer parfois entre projets, de valider de nouveaux projets. Et donc, c'était important pour nous de vraiment être alignés sur le mandat que nous donnait le comité de direction et donc d'avoir un RACI clair sur le sujet, donc pour RACI et pour définir les rôles et responsabilités. L'alignement et la validation du plan de transformation par le comité de direction, et puis pouvoir les éclairer, finalement être vraiment à leur service pour leur donner de la visibilité, leur donner du reporting, de la visibilité et remonter les alertes pour que le comité de direction puisse être en mesure de prendre des décisions et de réajuster certaines orientations stratégiques. Le troisième point, troisième facteur clé de succès, c'est un système de gouvernance du portefeuille transformation en place. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur l'année et demie. On a mis en place ce portefeuille et cette direction. Ça commence notamment, là encore, par un RACI clair entre les parties prenantes, notamment entre nous et les chefs de projet, nous et les responsables de programme, et un processus de gestion de portefeuille projet défini et partagé.
Tout à l'heure, vous parliez d'une méthode projet claire. Effectivement, ça sous-entend que nos chefs de projet et nos sponsors soient au clair sur la manière de piloter un projet. Il y avait déjà des éléments qui existaient, mais on a remis à jour des documents sur des notes de cadrage, sur des templates de comité de pilotage, voilà, pour que vraiment on partage cette même méthode de travail et qu'on puisse se concentrer sur faire avancer les projets plutôt que comment, voilà, de ne pas travailler sur la forme, mais plutôt sur le fond des projets. Le quatrième facteur clé de succès pour nous, c'était des parties prenantes des projets de transformation qui soient responsabilisées. Donc les conditions nécessaires, c'était une cartographie des parties prenantes du portefeuille, notamment pour la conduite du changement dont on parlait un petit peu plus tôt, et puis une coordination, synchronisation entre les différents départements. Quand le comité de transformation se tient, c'est ensuite de pouvoir cascader les informations pour que chacun puisse exécuter en connaissance de cause et que chacun puisse s'aligner en fonction de ce qui a pu être décidé. Et enfin, le dernier facteur clé de succès, c'est l'adéquation des ressources allouées versus les ambitions recherchées. Vaste sujet, vous l'avez aussi mentionné. Là, on est sur le chemin, hein, comme je ne vais pas vous mentir, c'est un gros chantier, mais sur lequel on travaille parce que nous, c'est essentiel. On parle de notre raison d'être chez Expansion, c'est le bien-être des familles, le bien-être des patients. Et ça passe aussi par la symétrie des attentions et par le bien-être en interne des collaborateurs. Et donc, on ne peut pas pousser des projets sans prêter attention à la capacité à faire des équipes. Donc, c'est important qu'on arrive à trouver cet équilibre pour faire l'adéquation de nos ressources avec nos ambitions que vous voyez sont assez fortes. Et donc, pour les conditions nécessaires, c'est de bien clarifier les ambitions recherchées, avoir une vision claire des ressources projets et notamment des ressources contraintes. Et donc, c'est là où on essaye vraiment de développer cette méthodologie pour être plus à même d'adapter nos flux de projets et que ça se passe de manière plus fluide. Et puis, impliquer nos managers dans les décisions d'allocation des ressources. Puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a pas de système de... Chacun ne traque pas ses temps, enfin, on n'a pas de fiche de temps. Donc, ce serait intéressant de vous écouter après, savoir comment vous fonctionnez chez vous. Mais en tout cas, il faut qu'on trouve le moyen avec nos équipes de, voilà, parce qu'il y a aussi le run, le travail quotidien Mm. qui prend beaucoup de temps, qui sont souvent des travails à plein temps. Donc, comment on vient adresser ces projets en plus qui sont nécessaires quand même pour assurer notre pérennité et notre robustesse. Mm. Ouais, comme tu l'as dit, Alexandra, c'est un sacré sujet, hein, le côté de la charge des projets qui sont lancés en prenant en compte déjà la charge qui est prise par le run du quotidien. C'est un sacré sujet, hein, cette estimation-là, ce partage, le suivi qu'on est derrière. Effectivement, ça, c'est certainement le gros bloc sur lequel vous travaillez actuellement, Ouais, hein. En tout cas, vous voyez que tout ça, de partir de ce but, alors, pour info en termes de méthodo, hein, là, on est dans des logiques de conditions nécessaires. C'est-à-dire que quand on prend les facteurs clés de succès, la logique, c'est de dire que pour atteindre ce but, il faut avoir une vision partagée de la mission et des priorités du portefeuille. Il le faut, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Si on n'a que ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour atteindre ce but, il nous faut également un mandat officiel, il faut également un système de gouvernance, etc., etc. Et après, pour chaque facteur clé de succès, on a également la même déclinaison. Pour avoir une vision partagée, il faut, donc on est de nouveau dans une condition nécessaire, un alignement du portefeuille avec les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également un système de priorisation des projets du portefeuille et il faut également un avancement du plan de transfo communiqué régulièrement. Et ça forme en fait une base de tout ce que le comité de transfo a besoin au niveau du portefeuille pour atteindre ce but. Et après, ce qu'on a fait avec Alexandra et Arina, c'est donc de se dire sur toutes ces conditions nécessaires aujourd'hui, eh ben, on en a fait une petite évaluation, hein, Alexandra, pour savoir celles qu'aujourd'hui vous maîtrisez le plus, celles sur lesquelles il y a le plus de difficultés, pour se traduire derrière en termes de plan d'action. tout à fait. Effectivement, d'ailleurs, on avait parfois des visions qui étaient peut-être un peu différentes, mais c'était intéressant et complémentaire. Et donc, effectivement, par un système simple de pastilles, on s'est dit, bah ça, on le maîtrise a priori aujourd'hui le plus. Donc, c'est pas là où on va mettre l'effort. En revanche, sur ce sujet-là, à date, c'est vraiment là où il faut qu'on aille développer notre méthode et qu'on aille travailler un petit peu Mm. plus pour qu'on vienne servir notre but et gagner en impact. Ouais, c'est clair. Et du coup, sur cette stratégie de portefeuille, tu as un point qui, comme on parle de périmètre et d'hors périmètre, tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est dans ce que c'est, ce que ce n'est pas?
Ouais, quand on a fait ce tableau-là qu'on a montré sur la slide juste avant, ça c'est ce qu'on est venu présenter notamment aux membres du comité de direction et puis à notre DG. Et on a voulu montrer quelle évolution on voulait mener dans les mois qui viennent via le pilotage de portefeuille, en disant ce qu'on ne voulait pas que ce soit ce portefeuille et ce qu'on voulait que ce soit. Donc pour nous, on voulait bien clarifier qu'on parle bien de projets qui viennent construire l'avenir. Donc bien sûr, on ne vient pas adresser ici tous les sujets opérationnels du quotidien qui font que les opérations fonctionnent. Donc ce qu'on a appelé le business as usual. On ne veut pas que ça soit ressenti comme une couche additionnelle de pilotage qui peut être le cas et qui peut se dire, bon, ok, en fait, ça, voilà, on vient se rajouter une échelle qui n'a pas vraiment d'impact. Et Mm. justement, on ne veut pas que ça soit un outil de reporting. Du reporting pour du reporting, ça n'a pas d'utilité. Ce qu'on veut vraiment que ça soit, c'est que ça puisse être un miroir de la stratégie de l'entreprise. Parce que je vous parlais, voilà, parfois, est-ce que c'est transfo, pas transfo? Bah, ce qu'on veut, c'est vraiment être un miroir de ce qui vient construire notre robustesse et notre raison d'être demain. Une vision globale des sujets construisant notre avenir, un outil de pilotage et d'aide à la décision. Comme je vous le disais, on ne veut pas que ce soit un outil de reporting, on veut vraiment que ça puisse venir éclairer et aider à la prise de décision au quotidien pour arbitrer d'arrêter, reprioriser, faire différemment. On veut que ça soit une ressource pour l'entreprise pour concentrer les efforts aux bons endroits. Ça, c'est vraiment notre raison d'être à nous en tant que direction de la transformation. On veut que ça puisse être un accélérateur et qu'on puisse voilà, partager les éléments qui viennent éclairer là aussi la prise de décision. Et enfin, on veut être au service d'une coordination, une articulation des différents projets de l'entreprise. Et Alexis, tu en parlais tout à l'heure en disant bah, pour chacun, son projet est le meilleur et le plus important. Donc, c'est important pour nous de prendre cette prise de hauteur et de dire bah, on est au service des priorités de l'entreprise. Donc, on comprend pour chaque direction pourquoi c'est important. On n'est pas en train de minimiser, mais en tout cas, c'est important de dire bah, qu'est-ce qui vient contribuer le plus au but et à la raison d'être de l'entreprise et donc qu'on puisse partager cet éclairage. Ouais, tout à fait. Ouais. Et si je peux me permettre, Alexandra, je voudrais juste un petit point par rapport à ce que tu as cité dans ce que ce n'est pas sur une couche additionnelle de pilotage pour les portefeuilles projets existants ayant fait leur preuve. Il y a un point qui m'est venu en tête, c'est que notamment euh, par rapport à le périmètre de ce que peut toucher le projet Transfo, les sites qui sont touchés, les entités qui sont touchées, tout le monde n'a pas la même maturité sur la démarche. Et notamment le site de prod qui a déjà un système en place. Là, il faut le prendre en compte. L'idée n'est pas de dire arrêtez de faire ce que vous faites, on va tout remplacer. Mais voilà, il n'y a pas de couche additionnelle. Il faut prendre en compte ce qu'il en est, ce qui marche déjà bien, mais en prenant ces éléments des parties prenantes par rapport à leur mode de fonctionnement et qui est déjà un mode qui fonctionne, mais qui a besoin de remonter ces infos pour prendre les bonnes décisions au niveau global. Oui, tu as raison. Comme je disais, ça fait 75 ans que l'entreprise existe. Elle ne nous a pas attendu. Chacun a ses manières de faire. Comme tu dis, il y a des équipes projets qui vont avoir un certain outil pour gérer les temps de développement et les plannings. Une autre équipe qui est effectivement l'équipe industrielle, qui elle aussi encore une autre méthode de planification et de gestion de projet. Donc nous, on ne pouvait pas arriver en disant bah, c'est comme ça qu'on va gérer les projets et merci de l'appliquer. Parce que bah, chacun, c'est déjà ses manières de faire et en plus qui a fait leur preuve. Donc on vient composer récupérer comme on peut les informations pour apporter cet éclairage. Et donc aussi, notre objectif, c'est d'aller équiper ceux qui ne sont pas encore équipés pour que eux Mm. aient cette méthodologie et les bons outils. Mais là encore, c'est un travail au long cours qui est encore en cours. Mm. Ouais, très très bien, Alexandra. Très, très intéressant. Je continue et on va aborder un sujet qui est pas mal ressorti dans notre petite question de début de session sur les facteurs clés de succès. Et il y a un terme qui est ressorti plusieurs fois dans vos idées dans le chat, qui était cette notion de priorisation. Donc, bon, on le voit bien, hein, c'est un sujet récurrent dans le portefeuille. Tu peux nous exposer cette notion de priorisation, comment tu mets ça en place, quels sont les critères de priorisation au niveau des projets de transfo? Oui, alors quand la direction s'est créée, on avait d'abord fait appel à un cabinet pour nous aider à structurer la direction, le portefeuille, notre pensée. Et donc, nous, avec ma chef Farina, qu'évoquait Alexis, on a repris un portefeuille existant où on a dit, bah voilà, tous ces projets-là en cours, il y en avait une quarantaine ou une cinquantaine, ça fait partie du portefeuille de projet transformation. Attends, si tu peux passer juste à la slide d'après, Alexis, merci. Et nous, on s'est dit, bah,
enfin, bien sûr, c'est des questions qui s'étaient déjà posées aussi avec le cabinet. Quels sont les critères discriminants? Qu'est-ce qui fait que ça entre ou ça n'entre pas au portefeuille? Et finalement, c'est quelque chose qui nous a gratté quand même assez longtemps. Ce que nous, on avait défini, c'est qu'il fallait que ça soit un projet. Ça semble évident, mais en fait, c'est pas si simple. À droite, je vous ai mis ce que nous, on s'était mis comme définition. Mais c'est pas toujours simple de faire la C'est différence pas entre ce toujours qui est simple, hein. projet, ou ce qui est du run, ou ce qui est du process. Et donc, qu'est-ce qui rentre ou pas? On a mis cette notion que c'est important que ça soit nouveau pour l'entreprise. Si on parle d'un outil et de son déploiement, la phase qui est vraiment cruciale, c'est la phase où on va faire le cadrage, la conception de la solution, les premières mises en production. Après, quand on va déployer sur de nouveaux marchés, c'est quelque chose qui est plus maîtrisé finalement, qui va plus rentrer dans du run ou du process. Ce qui était clé pour nous, et je pense que c'est vraiment ça qui a été utilisé pendant 1 an et demi, c'est que ça soit transverse à plus de 2 directions. Puisque finalement, ce qui est au sein d'une direction, ça peut être hyper transformant et stratégique, mais finalement, la direction a la main dessus. Elle peut venir ajuster le planning et les ressources qui sont mises sur le projet. Là où c'est plus compliqué, c'est quand ça implique plusieurs directions, et là, chacun peut avoir des enjeux et des priorités différentes du fait des métiers. Et donc, c'est là où ça nous semblait important d'amener de la coordination et de la visibilité pour les équipes. Ensuite, on a 5 piliers stratégiques en interne et donc il fallait que ça rentre et que ça soit aligné avec ces 5 piliers. Mais ce qu'on voit, c'est que c'était peu discriminant puisque finalement, bah, bien sûr, le comité de direction ne va pas proposer des sujets hors scope. Tous viennent contribuer à notre stratégie. Donc, c'est important. Mais finalement, ce n'était pas un critère qui était si discriminant que ça. Et puis, je vous le mentionnais quand je présentais l'entreprise. Aujourd'hui, on est présent sur plusieurs territoires. Et donc, ça nous semblait intéressant dans le portefeuille que ce soit des projets avec un impact géographique qui soit au niveau d'une région, soit au niveau global, mais pas que ce soit au niveau d'un marché, puisque c'était propre à ce marché-là. Donc ça, c'est les critères qu'on a eus jusqu'à présent. Et finalement, comme je vous le disais, ça ne nous a pas semblé tant discriminant, et puis surtout parfois compliqué de se dire ça y est pas, chacun pouvait avoir une vision différente. Donc là, cette année, ce qu'on a fait avec le comité de direction, il y a eu l'exercice de planification stratégique récemment, où ont été proposées les orientations stratégiques à 3 ans. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui est vraiment important dans ce plan qu'il ne faut pas qu'on rate pour voilà, qui est dans notre chemin critique de transformation et qui doit vraiment venir s'accomplir. Donc, on a décidé, pour revenir à un des facteurs clés de succès qui était le mandat du comité de direction, plutôt que ce soit à nous de dire c'est transformation, pas transformation, et qu'il puisse y avoir des débats en interne et des compréhensions différentes, on a demandé au comité de direction, bah, parmi ces plans stratégiques, c'est quoi pour vous les 10-15 sujets à ne pas rater d'ici fin 2027 et qu'il faut qu'on mette sous contrôle et qu'on accompagne les équipes et qu'on vous apporte de l'éclairage. Donc, on a décidé de partir des objectifs de l'année, vraiment sur l'année 2027 et pas les années suivantes. On les a mis en sujet, ce qu'on a appelé Red Zone, en disant ça, c'est vraiment là, on doit, pour revenir aussi à notre raison d'être de transformation, concentrer les efforts aux bons endroits. Donc, on a été mandaté par le comité de direction et nous, on va faire du suivi avec les chefs de projet et faire du reporting à la direction, par notre direction au comité de direction. Et puis, il y a plein d'autres sujets qui sont là aussi très stratégiques pour l'entreprise, mais finalement, s'il y a un petit peu de décalage, si on ajuste, il y a moins d'impact au global. Donc, ces autres objectifs, on a décidé de mettre en place une scorecard où on va se dire, bah, tel objectif, on veut avoir tel livrable d'ici 2027. Et là, c'est le comité de direction qui viendra partager l'avancement et venir éclairer la stratégie globale. Donc, ce qui nous semblait être un bon pivot pour mettre sous contrôle une partie des périmètres tout en visualisant notre chemin un petit peu plus global. Et ça, c'est tout frais. On a pas mal itéré, même depuis qu'on avait vu Alexis là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on se cherche encore, mais qui nous semble là être un bon moyen, un bon équilibre pour être aussi pas sur cette couche de pilotage en trop, mais vraiment là aussi utile pour l'entreprise. Et il t'est possible de dire dans les sujets dans la Red Zone, aujourd'hui, il y a combien de sujets au total? Alors, Un ordre d'idée, hein. il y a une dizaine de projets. Et en fait, j'ai mis sujet parce qu'il y a une partie aussi où on se dit qu'il y a des éléments qui sont en transition. Si on parle purement de projet, il est fini. Mais en même temps, on n'est pas non plus complètement passé dans une phase de run. Il y a quand même encore des phases d'adaptation des équipes avant que ça soit parfaitement dans nos process et exécuté. Et donc, on s'est dit, bah, sur ces sujets-là, d'ici fin 2027, voilà ce qu'il faudra qu'on ait réussi à faire. Donc, on s'est dit que nous, en tant que direction transformation, on n'allait pas se cantonner à la pure définition d'un projet, mais aussi à des enjeux clés pour l'entreprise d'ici fin 2027. Et donc là aussi, on retrouve une petite dizaine d'items. Ok, très bien. Super, impeccable. Et quand on continue tout ça, ces éléments-là que tu nous as présentés, Alexandra, et qui fait du lien avec un deuxième pilier qu'il y a dans le comité de transfo, cette notion
de processus, de structuration. Ben, tu peux nous en dire un peu plus sur quel impact ça peut avoir sur au niveau process, gouvernance, projet? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, quand je vous parlais, le chemin qu'on a eu avec Alexis, avec, je crois qu'il y avait 6 boîtes. Une des Oui, boîtes, c'était revoir le processus oui, de tout ce portefeuille projet. C'est vrai qu'avec Arina, on s'est beaucoup concentré cette année sur la gouvernance opérationnelle. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, en tant que direction, en tant que pilotage du portefeuille? Comment on vient équiper et être utile? Donc, on a mis en place l'état de santé des projets dont je vous parlais via un status report. On a été au contact des équipes pour capter les blocages qu'ils avaient et pouvoir escalader si besoin ou les accompagner pour les résoudre. On vient s'appuyer sur des pilotes de programme quand il y en a pour les projets qui ont une vision globale de leur projet et de leur programme. Et puis, ce qui existait déjà, qui est la partie chefferie de projet, qui est du pilotage opérationnel de projet, pour s'assurer que ça, on n'est pas venu toucher, c'est des choses qui étaient déjà maîtrisées, que le chef de projet s'assure de la disponibilité des ressources, de la gestion des risques, d'engagement de l'équipe, pilotage de budget, etc. ouais, Ce petit drapeau là qui est très joli, que j'aime beaucoup, Alexis en dira peut-être un petit peu plus par ouais, la suite. Euh, c'est une méthodologie sur laquelle nous, on n'est pas encore équipés, mais qui nous semble intéressante pour piloter un peu plus finement nos planning projets et sécuriser les dates de livraison, puisque ça, c'était un de nos enjeux aussi, c'est de faire en sorte que nos projets soient livrés dans les temps. Et mm, donc, cette méthode pour venir avoir un buffer en fin de projet qui nous permette de piloter plus finement et d'ajuster les projets les uns par rapport aux autres. Pardon. ouais. Bah, Puis, j'en profite, Alexandra, oui, bois un vas-y. verre d'eau, je touche 2 mots de, de ce beau drapeau. C'est le lien direct avec la chaîne critique qu'il y a donc dans la chefferie de projet au niveau management d'un projet. Et c'est une action sur laquelle on discute actuellement avec Alexandra et Arina. C'est que notamment les projets qui ont été identifiés comme prioritaires, il y a un fondamental qu'on citait tout à l'heure, où vous avez dit vous-même dans vos facteurs clés de succès, c'est que pour bien piloter le portefeuille, il faut que chacun des projets du portefeuille soit lui-même bien piloté. Bah, se dire qu'il y a une action à mener pour donner du sens aux chefs de projet concernés, s'assurer qu'ils aient bien les bons outils de pilotage, qu'ils aient des outils homogènes et notamment qui soient vraiment basés sur cette notion d'avancement par rapport à la consommation de buffer, hein, ce qui est ce fameux graphique qu'on appelle le fever chart. Et c'est une action qui est à construire pour donner du sens et que les chefs de projet concernés aient bien conscience de l'impact, de l'importance de leur pilotage sur chacun de leurs projets pour avoir une bonne vision de gouvernance au niveau du portefeuille. Et ça, c'est un point qu'on est en train de discuter pour essayer de monter cette action-là et du coup de les monter en puissance que jusqu'à présent, Alexandra disait que dans l'historique, avec Laboratoire Expansion, on fait classiquement des formations de gestion de projet pour de la chefferie de projet où on est sur plutôt de la planification classique. Et il y a l'idée qui ressort là de les passer plutôt au niveau 2 en termes de maturité de planification pour tendre vers cette logique-là de planification, un pilotage associé et faire le lien avec l'importance pour le portefeuille pour que ça donne vraiment du sens sur ce qui est demandé au chef de projet. Ouais, et puis la complexité qu'on a aussi, c'est que on a eu du mal de prioriser un projet par rapport à l'autre parce que on n'a pas cette flexibilité qui est offerte par ce pilotage de projet qui dit bah ce projet-là, on peut le ralentir un petit peu parce qu'il est dans le vert, donc on va lui prioriser ce projet qui est dans le Mm. orange pour qu'il accélère et qu'il retrouve un petit peu de sérénité. Donc d'où l'idée d'aller vers ce pilotage de la chaîne critique pour qu'on ait plus de flexibilité à jouer d'un projet par rapport à l'autre. Et puis peut-être pour finir sur cette slide, du coup, ce qu'on a plus travaillé ces derniers mois, c'est la partie amont, la gouvernance stratégique, pour vraiment travailler sur le comité de direction là-dessus, pour qu'on soit plus à l'aise aussi sur les entrants du portefeuille. Ouais, tout à fait. Donc, vous voyez, en conclusion, au niveau portefeuille, on voit deux visions de gouvernance qui sont les deux super importantes. On a besoin de stratégie qui est l'amont, c'est le fait déjà en bout d'entonnoir de se dire ce qu'on fait pas, ce qu'on met en stand-by. Et après, il y a la gestion opérationnelle qui est maintenant qu'on prend tout ce qui est dans le pipe, comment on le gère. Et les deux sont indispensables pour bien travailler. Les deux ne sont pas forcément au même niveau, sur les mêmes critères, mais les deux sont importantes. Et aujourd'hui, Alexandra, dans ton job, tu disais bien que toi, tu es vachement sur de la gouvernance opérationnelle, mais dans vos jobs, vous avez également ce côté de nourrir la gouvernance stratégique pour prendre des bonnes décisions.
Ouais, tout à fait. On est vraiment à la frontière entre les deux. Et ouais, Venir nourrir et participer à la construction de cette partie stratégique et après la reprendre et l'insuffler dans la partie opérationnelle pour que ça s'exécute au mieux avec les équipes sur la partie projet de transformation. Parce que bien sûr, il y a les managers qui l'accompagnent sur les autres sujets. ouais, tout à fait. Pour faire un parallèle peut-être par rapport à certains fonctionnements que vous avez dans vos entreprises, vous avez peut-être dans vos organisations des PMO, des Project Manager Officer, des PMO selon l'importance, le périmètre de responsabilité qu'on donne dans l'entreprise. On peut avoir un PMO qui est vachement basé sur cette partie gouvernance opérationnelle, mais on peut avoir également des PMO qui sont là également pour nourrir la gouvernance stratégique, qui pourrait être également un des rôles qu'on peut attendre dans un slide de ce type-là, où se situe le PMO dans la démarche. Et là, vous voyez, il y a ce petit schéma de priorisation que je vous montrerai tout à l'heure et sur lequel, en fait, on est en train de travailler avec Laboratoire Expansion. C'est que, vous voyez, l'axe des abscisses, là, qui est contribution, mission, expansion, ce qui reprend très fortement ce que tu présentais tout à l'heure, Alexandra, avec le travail qui a été fait au niveau CODIR sur les sujets, projets qui sont dans ce que tu appelles la red zone. Tout à fait. Donc ça a été identifié. Et là, maintenant, il y a ce travail qui est fait d'aborder cette notion et maintenant ces sujets, ces projets, en quoi ils impactent la ressource contrainte du système. Et c'est ce travail qui est en train de nourrir déjà pour... vous avez des idées sur ce qui est la ressource contrainte, mais c'est pas vraiment factuel aujourd'hui. Elle n'est pas forcément la même, la ressource contrainte, selon les entités, typologie de projet, mais c'est de développer cet axe pour aller avoir une vision de priorisation qui est bien le mix entre l'impact sur le but et également l'impact sur la ressource contrainte. Et ça devrait nous donner des critères de priorisation pour voir quel projet se situe dans telle zone et comment on peut travailler. Et l'idée est de dire que si je reprends ce point de travail qu'il faudrait faire au niveau de chiffrerie de chacun des projets, ce qu'on est en train de discuter actuellement, c'est notamment de voir par rapport aux chefs de projet qui gèrent des projets qui sont dans les P1 et les P2 à ce niveau-là, qui sont des projets prioritaires, pour que ces chefs de projet-là, en priorité, soient bien axés sur un pilotage qui est en lien avec ce qu'on vient de citer. Mm. Ça te va, Alexandra? Je suis dans le vrai de la logique? Ouais, très bien. Eh ben, c'est top. Allez, on continue maintenant sur un point d'embarquement de principale partie prenante, qui est également une bonne discussion du moment. Tu peux nous en toucher deux mots et puis moi, j'aborderai peut-être pourquoi pas un petit point d'outil vers quoi on veut tendre. Ouais. Tout à fait. Effectivement, on doit venir embarquer sur ce sujet-là. Notamment, on en a beaucoup parlé sur le comité de direction, mais aussi les managers pour qu'ils puissent prioriser au mieux leurs collaborateurs sur les bons sujets, les chefs de projet eux-mêmes, toute l'entreprise pour savoir où on en est sur notre chemin de transformation et la contribution de chacun. Et donc, et puis je disais, quand on a mis en place la direction de transformation il y a un an et demi ou 2 ans, il y avait la question de pourquoi je le mettrais en transformation, à quoi ça me sert d'être en transformation. Donc c'est pour ça que la conduite du changement, elle est importante pour venir montrer l'utilité pour chacun, what's in for me de chacun. Mm. Et donc, on a travaillé avec Alexis notamment sur cette conduite du changement en se disant bah, quelles sont les typologies de personnes en interne, notamment bah, les managers, les chefs de projet, aussi les sponsors qui ont un fort rôle à jouer dans tout ça. Et est-ce que c'est plutôt une population qui est critique? Est-ce que c'est une population qui est alliée? Qu'est-ce qu'on pourrait mener comme action pour pouvoir les embarquer et être utile pour ces personnes-là? Donc, on est venu un petit peu mapper les populations en interne pour pouvoir les adresser au mieux et faire en sorte que bah, là, finalement, ce qu'on souhaite accomplir avec le portefeuille de transformation puisse s'exécuter. Parce que si tout le monde n'est pas embarqué, bah, on peut faire toutes les jolies slides qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, c'est Ouais, important de exactement. venir Ouais. avoir, voilà, d'être au contact de chacun pour être à l'écoute et aussi bah, capter peut-être les freins qu'ils ont qui sont des bonnes réponses et qui, nous, il faut qu'on vienne embarquer dans notre quotidien. Ouais, c'est très très juste. En fait, euh, faire ce schéma-là sans mettre au cœur de ça l'accompagnement au changement, voilà. On retombe dans les conditions nécessaires et non suffisantes qu'on citait tout à l'heure dans le Gold Tree. Une des conditions qui est également nécessaire, c'est qu'il faut à tout prix associer un accompagnement au changement à côté, sinon ça ne marchera pas. Et quand on s'était posé la question du nombre de parties prenantes qui peuvent être impactées par ce travail-là, c'est assez énorme. Donc ça doit à tout prix être associé.
à ce travail qui est mis en place sur process, gouvernance, prise de décision, etc., etc. Alors, pour info, pour être clair, hein, je refais un petit point théorique pour voir un peu l'envergure du chantier. Une partie prenante dans une démarche, là, qu'est-ce qu'on peut mettre déjà dans la définition de la partie prenante? Une partie prenante, c'est toute personne, service, organisation, qu'elle soit interne ou externe, qui pourrait être impactée par le projet qu'on est en train de réaliser et également elle-même qui pourrait impacter le projet. Ben, quand on commence à lister l'ensemble des parties prenantes qui sont impactées par le portefeuille et qui pourraient impacter elles-mêmes le portefeuille, vous imaginez il y en a un certain nombre qui vont ressortir. Et l'idée derrière, c'est de les cartographier. Comme l'a dit Alexandra, l'important, c'est de se dire quelles sont celles qui sont critiques, quelles sont celles qui sont alliées, comment on peut s'appuyer sur celles qui sont alliées et comment on construit en fait un plan de com associé qui est un indispensable pour la réussite de la démarche. Et ce plan de com, en fait, en termes d'outils, on va essayer de tendre vers un tableau qui ressemble à ça. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous voyez, on va lister l'ensemble des parties prenantes et de se dire en quoi ces parties prenantes elles sont impactées par ce travail qui est fait sur le portefeuille en termes d'impact positif et d'impact négatif, à savoir ce travail sur le portefeuille, qu'est-ce qu'il va apporter en termes de gains pour chacune des parties prenantes, mais également qu'est-ce qu'il peut induire comme perte pour chacune des parties prenantes. Et après, on va se poser la question également, c'est l'autre vision de l'impact. Chaque partie prenante elle-même, en quoi elle peut influencer ce travail qui est fait au niveau portefeuille. En conséquence, on pourra dire sur chacune des parties prenantes, est-ce qu'elle est critique ou alliée? Une partie prenante qui a beaucoup d'impact négatif et qui a une influence forte sur le projet, elle est forcément critique. Ça veut dire que les actions d'accompagnement de com à faire seront méga importantes pour l'embarquer. À l'inverse, vous avez certaines parties prenantes qui auront beaucoup plus d'impact positif et qui sont également une influence forte sur le projet. Elles seront considérées comme alliées. Et c'est faire de sorte de bien les préserver dans le temps et comment les alliés peuvent nous aider pour aller communiquer auprès de parties prenantes critiques. Donc, on a commencé ce travail. Bon, ça, après, ça reste un travail qui est plus confidentiel pour Laboratoire Expansions, donc on partage que le tableau vierge. Et c'est un travail qui est encore en cours, mais il y a une réflexion qui est importante et sur lequel, ben, en tout cas, Alexandra, je vous félicite de la prise de conscience que vous avez eue, de son importance de le mettre au cœur, que sans ça, ça ne peut pas marcher. Mm. Ok, je te remercie beaucoup, Alexandra. Avant de passer à des points de questions-réponses, il y a encore deux points qu'on pourra aborder. Le premier, c'est déjà les prochaines étapes, la suite, et après que tu nous donnes ta vision sur les facteurs clés de succès, les difficultés rencontrées dans cette démarche. Ouais, alors les prochaines étapes, ça va être assez rapide. On en a identifié trois. Donc, c'est mettre à jour la composition du portefeuille. Bah, on regarde l'exercice récent dont je viens de vous parler. Je vous ai beaucoup parlé de 2027 parce que justement, on est en train de dire qu'est-ce qui sera cette red zone en 2027 et veut venir mettre dedans. Et donc, venir travailler avec les équipes sur les ressources contraintes et essayer de planifier au mieux cette année. Et le dernier point, on en a parlé aussi. On aimerait se faire accompagner par Optim sur la montée en compétences de nos chefs de projet sur le pilotage de planning, notamment avec cette notion de buffer, sur la notion de chaîne critique. Ça nous semble intéressant justement pour qu'on ait plus de latitude à jouer d'un projet avec l'autre pour pouvoir accélérer ou ralentir en fonction des besoins. Hum, Et puis que chaque chef de projet soit aussi plus confortable dans sa gestion de projet et sa gestion de planning avec hum, ses équipes. tout à fait. Et ça serait un grand plaisir pour nous de vous accompagner. Et à tes yeux, les facteurs clés et les difficultés rencontrées? Alors, ça va être pareil, assez synthétique. Je pense qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas pensé à mentionner, mais en tout cas, ce qui est venu en top of mind. Dans les facteurs clés de succès, bah, on en a beaucoup parlé, cette vision partagée du but et de la gouvernance avec le collectif. Vous l'aviez mentionné aussi dans le chat, l'importance de la gouvernance, et c'est sûr. Et puis, ces compétences en gestion de projet et planning, on parlait des outils partagés, de la méthode. Ça permet à chacun de savoir comment avancer et puis de pouvoir remonter aussi les bonnes alertes quand c'est bien piloté. Et sur les difficultés, vous l'avez compris, c'est un sujet sur lequel on est en train de mettre tous nos efforts pour mieux identifier la charge et les contributions de chacun pour pouvoir mieux le planifier. Et puis, voilà, essayer de mieux jouer sur cette partie entre run et projet qui, chez nous, est un vrai sujet. Et puis, continuer à embarquer toutes les parties prenantes et cette conduite du changement. Ok, Mais on est sur le super. bon chemin. On est sur le bon chemin. Un chemin qui est tracé et qui va durer. C'est très bien.
Un grand merci, Alexandra, pour tous ces éléments, pour cette clarté dans ton témoignage. On peut passer peut-être maintenant un temps de questions-réponses. Donc, notamment, je vais reprendre le chat et je vais me permettre de poser quelques questions. On va se donner un peu de temps dessus pour voir. Là, attendez, je regarde. Pap, pap, pap. Voilà. Alors, Alexandra, Alexandra, y a-t-il une mise en place d'une matrice RACI dans votre gouvernance du portefeuille et également avez-vous aussi des critères de prio? Alors, sur le RACI, oui, c'est vraiment un sujet pour nous en interne plus globalement que la direction de transformation depuis 1 an et demi. Donc, oui, on est venu formaliser ce RACI de notre rôle par rapport à notre écosystème, sur le comité de direction, le comité de pilotage et les chefs de projet. Et puis surtout, on encourage fortement et on équipe les équipes projets à définir leur propre RACI dans les projets, parce que c'est souvent ça qui gratte ou qui crée des irritants. Et donc, on est vraiment en train d'essayer de pousser cette méthodologie pour que chacun soit au clair sur son rôle à jouer et que voilà, on soit plus serein dans l'exécution. Et sur la partie critères de priorisation, j'en parlais, en fait, on s'est beaucoup attaché à ça pendant 1 an et demi. Et en fait, je pense que ça nous a plus bloqué qu'autre chose sur des éléments où on ne sentait pas forcément tant avoir la main. Ça a pu d'ailleurs créer certaines frustrations en interne du comité qu'on avait mis en place parce que on avait du mal à jouer avec ces critères de priorisation. Donc c'est pour ça que ça nous a semblé plus utile de prendre un entrant qui est de dire bah ça c'est ce qu'on doit vraiment amener à tel état à fin 2027 et donc de le prendre tel quel et de l'exécuter, quitte à après jouer d'un projet à un autre en fonction des buffer planning qu'on peut avoir, comme on l'a dit. Et puis aussi, bah, après, il peut y avoir des équipes différentes qui sont contributrices qui facilitent. Donc non, aujourd'hui, finalement, on ne retient pas forcément cette méthode de critères de priorisation à date. Après, en l'éprouvant, peut-être qu'on viendra affiner et repartir sur autre chose, mais à date, on s'est un peu détaché de ça. Super. Je continue, Alexandra. Alors, déjà, j'ai un message qui te dit un grand merci, Alexandra, pour ce partage. Mais quel travail! Point d'exclamation. Et quelques questions associées. Donc, j'ai quelques questions sur votre exemple. J'ai quelques questions sur votre exemple. Qui a participé à la définition du but? Comment avez-vous réussi à convaincre et impliquer la direction? Qui participe au comité de pilotage et de priorisation? Allez, déjà celle-là, parce qu'il y a Ouais, d'autres je vais questions les prendre derrière qui les unes sont plus après en les autres. opérationnel. Voilà. Alors, qui a participé à la définition du but? Arina, dont on parlait, qui est ma chef, Alexis et moi. Après, bon, on partait pas de rien, hein. Quand on a mené ce travail, c'était en janvier. Nous, ça faisait déjà plus d'un an et demi qu'on travaillait sur le sujet. Donc, on partait d'un existant qu'on est venu affiner. Donc, on a été trois à définir ce but. Et puis après, on a été voir chaque membre du CODI et la DG pour valider en se disant, bah, est-ce que c'est bien ça qu'on veut? Et donc, comment on a réussi à convaincre et appliquer la direction, c'était justement par ces rendez-vous one-to-one pour voir si ça venait répondre à leurs besoins et s'ils étaient à l'aise que ça soit le mandat qui nous donnait. Quand on parle de comité de pilotage, alors nous, comité de pilotage, c'est vraiment au niveau d'un projet. Donc, c'est les équipes projet avec le chef de projet, le sponsor et les parties prenantes. Peut-être que ce dont vous parlez, c'est le comité de transformation, où là, c'est Arina et moi, avec les chefs de programme, qui sont quatre, qui sont sur la partie marché, site industriel, transformation, impact, dont on parlait, qui est notre programme pour devenir à visée régénérative d'ici 2040. Et bien sûr, il m'en manque un, oui, qui est la partie système d'information. Donc, c'est là où on a le plus de projets, qu'on appelle ça des programmes. Et puis les BPO, parce que les BPO sont dans soigner nos processus, dans l'amélioration au quotidien avec les équipes. Et donc, ça nous semblait important, comme ils sont impliqués dans beaucoup de projets, qu'ils soient aussi là pour venir nous donner la température et participer aux décisions. Avez-vous des chefs de projet dédiés ou est-ce en plus de leur mission opérationnelle? Bah, c'est là tout le cœur de notre sujet. C'est que c'est en Mhm. plus de leur mission opérationnelle et c'est ça qui est compliqué chez nous aujourd'hui. On parle effectivement souvent du besoin parfois peut-être d'avoir des projets, des chefs de projet dédiés. C'est effectivement tout ce sur quoi il va falloir qu'on joue et qu'on aide les équipes. Et avez-vous déjà mesuré l'impact de ce que vous avez mis en place? Oui, on a fait un REX fin d'année auprès de nos parties prenantes pour voir quelle était pour eux la principale valeur ajoutée et qu'est-ce qui restait à travailler. C'est vrai que c'est pas facile. Ma chef qui vient du business, c'est beaucoup d'intangibles. Et donc, elle en parle souvent en se disant, bah, ce qu'on fait, en fait, c'est des petites choses qui viennent créer de la fluidité en interne, mais qu'on peut difficilement toucher du doigt et matérialiser. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a eu récemment comme feedback, c'est qu'on voit quand même qu'il y a enfin, il y a plus de nouveaux projets. Alors, bien sûr, il y en a dans le futur plan développement, mais en tout cas, on a réussi un peu à réduire le nombre de projets. La charge reste importante,
mais ils sentent quand même que c'est peut-être un peu mieux organisé, mieux structuré. Ils ont peut-être plus de visibilité aussi sur ce qui vient. Et puis, ce qui a été utile, c'est cette notion de support qui a pu être amenée quand il y avait des blocages transverses, qu'ils avaient du mal à remonter avant. Et du coup, on a vraiment un rôle de tiers de confiance et de facilitateur en interne. Et puis peut-être le dernier point, c'est la méthodologie qu'on peut venir amener parfois avec certains outils et qui crée aussi de la facilité de connexion en interne parce que voilà, tout le monde est habitué au même réflexe et donc c'est facile d'aller travailler sur une note de cadrage ou sur un retour d'expérience par exemple. Je vais me permettre Oui, de rajouter un petit truc sur de la mesure d'impact. C'est que j'ai pu entendre lors d'une dernière formation que j'ai faite chez Laboratoire Expanscience en étant à la machine à café. Une personne qui me dit bah, que je croise, que j'avais eu en formation portefeuille, qui me dit bah, depuis, quand on fait nos réunions CODI, notre directrice, bah, maintenant, elle nous demande à chacun de faire un point sur l'état de notre ressource contrainte. Vous voyez, c'est un changement de mindset qui est super intéressant. Cette prise en main par la direction générale, bah, c'est un exemple d'impact, ça. On voit qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte que des notions importantes par rapport à la stratégie. ouais, d'ailleurs, on était encore hier en comité de direction et effectivement, on a reparlé des ressources contraintes pour se dire, bah, OK, cette personne en ce moment, elle est vraiment sous tension ou a besoin d'être dédiée à tel projet. Donc, s'il vous plaît, contactez-la au minimum. Si vous avez des sujets, contactez-moi, membre du comité de direction, et je viendrai soit vous répondre, soit vous rediriger ou vous demander de patienter. Mais en tout cas, ne la contactez pas elle parce que ça va venir l'emboliser et créer de la charge mentale. Mm. Donc, vraiment, on a besoin de la sécuriser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un petit Easy Focus ici. C'est le nom du programme qu'on a voulu mettre en interne pour que vraiment chacun puisse se concentrer sur les bonnes priorités. Très bien, super. Allez, une autre question. Donc, concrètement, quelle routine, fréquence, durée avez-vous avec les chefs de projet, BPO, projet, pour identifier l'avancement et la santé de chaque projet et consolider le portefeuille? Ouais, on a mis en place un status report trimestriel avec les chefs de projet. Donc on leur demande, alors c'est voilà, peut-être qu'il y a un système mieux. En tout cas, pour le moment, on le fait via Excel et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. On demande à chaque chef de projet quel est son état de confiance global sur le projet à date. Est-ce qu'il est à l'aise sur ses ressources, sur son budget, sur ses risques, sur ses livrables? Je pense que je les ai tous cités. Et du coup, c'est très simple, c'est vert, jaune, enfin orange ou rouge. Et donc, sur chaque item, il vient de nous dire quel est le niveau des trois couleurs et ça nous donne un statut global. Alors, bien sûr, on a aussi des verbatims. Alors, soit quand ça roule à peu près, c'est juste par écrit. Et si besoin, moi, je fais des échanges avec les chefs de projet. Ce qui vient permis de donner un peu de la température. Et donc, moi, après, je vois ce que je remonte ou pas au comité de direction. Par exemple, il y a un projet qui est important, mais voilà, qui était lancé depuis tellement longtemps qu'on avait l'impression qu'il roulait. Et puis finalement, en discutant avec la chef de projet, on s'est dit, bah, le budget d'investissement n'est pas clair parce que c'est à long terme, on ne sait pas s'il est prévu, on ne sait plus vraiment qui est le sponsor du projet, on ne sait pas vraiment quel est le livrable attendu et selon quelle timeline. Donc finalement, ces échanges permettent aussi au chef de projet, en ping-pongant avec nous, de prendre de la hauteur et de se dire, ouais, c'est vrai que là, peut-être qu'il faut qu'on reclarifie certains éléments. Ou au contraire, bon, j'ai un petit peu de retard, mais c'est sous contrôle et donc pas besoin de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a été utile en interne pour créer la discussion et donc on le fait une fois par trimestre. Ok, super. Comment tu gères les projets qui dérivent et comment vous mesurez la création de valeur d'un portefeuille? Comment on gère les projets qui dérivent? Bah, ce que je disais là aussi, c'est parfois ça dérive. Par exemple, si c'est un projet SI parce que le prestataire n'est pas suffisamment dispo ou qu'il y a des problèmes techniques, ça, c'est pas là où nous, on va venir intervenir. Les équipes projets sont tout à fait à même de le faire. C'est elles qui pilotent leurs partenaires et donc qui vont aller bah, négocier, etc. Et donc, oui, ça, c'est des choses que nous, on maîtrise pas parce que ça dérive, mais finalement, c'est encore une fois, on ne le maîtrise pas. Et donc, bah, on ne résout pas tout. Et donc, il y a quand même des projets qui prennent du retard. En revanche, si ça dérive, parce que c'est lié à des facteurs internes, humains, de cadrage gouvernance ou de budget, là, nous, on peut venir avoir un impact et essayer de créer les décisions qui vont venir recréer de la sérénité dans le système. Donc, c'est comme ça qu'on gère. Et l'impact, mesurer la création de valeur du portefeuille, on a un petit peu répondu avant sur c'est plus encore une fois de l'intangible. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de KPI de type grâce à l'exécution du portefeuille, enfin, pardon, grâce à l'exécution des projets, on a pu dégager X milliers d'euros. Non, c'est pas notre finalité et c'est pas ça qu'on va venir mesurer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais c'est comme ça que j'ai interprété.
Très bien. En tout cas, c'est une bonne question de repositionner la création de valeur par rapport au portefeuille. Et, il y a une valeur forte que tu as bien citée par rapport aux missions annoncées de Laboratoire Expansience. Et, euh, et la valeur est créée sur différents critères, en fait. C'est l'ensemble de ces critères qui crée la valeur. Mm. Effectivement, si vous ne l'aviez pas compris, je le redis. On n'est pas là juste pour créer de la valeur financière, Mm, parce que là, on serait dans l'optimalité et la mm. performance qui n'est pas ce qu'on cherche. Au contraire, on a beaucoup de budgets, enfin de projets, pardon, qui sont sur de l'extra-financier, donc pour du gain carbone, du bien-être RH, des transformations de business model où on n'aura pas d'impact financier à court terme, mais à bien plus long terme. Donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas notre boussole sur la transformation. Eh ben, merci énormément, Alexandra. De ce que je vois, je crois qu'on a fait l'ensemble des questions. Euh, hop. Ah non, il y a une question. Enfin, finalement, par où commencer? Le but, le goal tree. Voilà, c'était la question piège. Par où commencer? Par le but, par le Gold Tree. Ok. Je voudrais juste, avant qu'on se quitte, vous présenter deux, trois éléments supplémentaires qui viennent en complément de ce que vous a présenté Alexandra. Notamment, je voudrais donner une vision globale du travail qui est fait avec Laboratoire Expansion, ce qui a nourri tout ça. C'est que, en fait, Alexandra le citait tout à l'heure, mais que dans le travail qu'on fait depuis un certain temps, maintenant, on a. Attendez, je vais mettre mon pointeur laser. Voilà. On fait des formations de chef de projet, d'équipier projet, qui sont des formations classiques en 3 jours, dont 2 jours sont basés sur de l'aspect méthodo, donc du hard skills, et un jour sur les aspects humains, qui sont plus basés sur le soft, en termes de construction d'équipe. On a mis en place aussi à un moment donné une formation de sponsor de projet qui était sur une journée, qui était en fait la notion de l'utile et nécessaire que doit à tout prix connaître un sponsor sur le management de projet et de bien clarifier les rôles et responsabilités et du sponsor et du chef de projet dans la démarche et de l'impact du rôle des uns et des autres. En parallèle de ça, on a mis en place, c'est un peu plus récent, cette logique de portefeuille. Donc, on a formé aujourd'hui et le comité de transformation, pardon, et l'ensemble des membres du comité de direction, qui est basé sur un jeu portefeuille qui est là, qui est surtout là en termes d'intention pour prendre conscience de l'importance de se poser les bonnes questions dans le portefeuille. Et ça, c'est ce qui a nourri tout l'intérêt de ce qui a été développé derrière avec Alexandra et Arina et qui est partagé avec le CODI. Enfin, donc suite à ça, on a cette mission de conseil qu'on a débuté maintenant depuis peut-être 1 an et demi ou 2, je ne sais plus trop, et qui continue de travailler sur le but, les critères de priorisation, le pilotage, le process, ce que disait Alexandra tout à l'heure avec le déploiement de la chaîne critique. Et on a rajouté depuis quelque chose qui vient nourrir du soft, c'est que il y a un point qui est également fondamental pour que tout ça marche bien, c'est de faire un focus également sur le fonctionnement de l'activité en se basant sur la qualité de la relation. Et donc, notamment, on a lancé cette année une première session pilote là, basée sur la qualité de la relation coopération transverse, pour que ça soit plus fluide, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on s'améliore dans la façon de travailler et du coup, en conséquence, avoir des meilleurs résultats. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de points qui sont importants et je trouve intéressant de vous partager. C'est que la formation devient une condition nécessaire en même temps que la mission de conseil, d'accompagnement qui est en parallèle. Et l'un va nourrir l'autre. Et c'est ce qui nous permet d'avancer avec Laboratoire Expansience depuis quelques temps et avec un beau chemin qui est tracé pour la suite. Après, je vais aller très rapidement, c'est juste pour rappeler, et la dernière question qui était posée, et finale, par où commencer, Alexandra a rappelé le but. N'oublions jamais une chose, il est impossible d'améliorer un système tant qu'on ne connaît pas le but du système. Donc, tant que vous n'êtes pas au clair sur quel est votre système et quel est son but, en fait, tout ce qu'on va faire dans le système ne va pas apporter grand-chose. C'est vraiment par là que le travail a commencé pour le portefeuille de projet avec le comité de transfo de Laboratoire Expansience. Et ça, c'est la base de la théorie des contraintes. Voilà. Après, je ne vais pas développer plus que ça on en a parlé. Je voulais juste vous montrer cette matrice, qui est une matrice qui fait partie de la gouvernance stratégique, qui est en cours de développement. En termes de logique de priorisation des projets, il est intéressant, important de prendre en compte deux critères. Le premier, c'est en quoi chacun des projets contribue au but. Là, parallèle de ce que nous disait Alexandra, c'est ce qui a été identifié dans la Red Zone.
Et ensuite, et là, je reprends la question, but, création de valeur, hein. Donc, c'est tout ce qui rentre dans la notion de valeur. Deuxième critère, c'est de dire maintenant, une fois qu'on a identifié la ressource contrainte, ben, en quoi les projets en question vont impacter la contrainte principale. Bah, dans le système, vous voyez forcément tout projet qui contribue fortement au but et qui n'impacte pas ou peu la contrainte principale, la contrainte qui crée le goulot d'étranglement, bah, ça c'est en priorité en termes de lancement. Et après, il y a une interrogation, une analyse à faire entre ces deux zones, de voir qu'à un moment donné, euh, un projet, même s'il est moins en lien avec le but qu'un qui serait dans cette zone-là, mais par contre, il n'impacterait pas ou peu, du coup, la contrainte principale, et ben, vu que la contrainte est saturée, ben, ça vaut le coup de le faire, il peut passer en priorité 2. Donc, il y a une bonne question à se poser dans ces deux zones-là. Et enfin, priorité 4, forcément, c'est ce qui va impacter de la contrainte et qui a peu de lien avec le but. C'est pas là-dessus qu'on va travailler forcément en priorité. Et là, il y aurait en tout cas du no-go. Donc ça, c'est la logique qui est en train d'être développée. Je redis, le travail après sur le déploiement avec les chefs de projet est plus dans tout ce qui est priorité 1, priorité 2. Voilà, et ça, c'est les trois gouvernances qu'on a parlé pour que ça marche. Il nous faut une stratégie portefeuille, il nous faut une stratégie opérationnelle au niveau du portefeuille, et il nous faut un bon pilotage opérationnel de chacun des projets. Et je vais terminer sur cette logique-là, hein, qui, je pense, est un bon slide de conclusion. Qu'en fait, les outils qu'on met en place sur le management de chacun des projets va nous permettre d'apporter du gain sur la gestion du portefeuille. C'est une donnée d'entrée qui est importante. Et maintenant, le travail qui est fait actuellement sur la mise en place d'outils pour gérer le portefeuille va forcément amener du gain sur la gestion de chacun des projets qui sont dans le portefeuille. Donc, retenons une chose, c'est qu'il est indispensable de travailler et sur la vision management d'un projet, mais également sur la vision du management du portefeuille. Et au final, l'un va nourrir l'autre. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que ça a été clair et riche également de votre côté. Avant de terminer ce webinaire de façon classique, il est important pour nous d'avoir votre retour. Si vous pouvez utiliser le chat avant qu'on puisse se quitter sur deux petites questions rapides. Un, qu'est-ce que vous avez pensé en termes de satisfaction de ce webinaire? Allez, de 1 à 7, quelle note vous mettriez? Et plus la note est forte, plus vous êtes satisfait. Et enfin, un petit mot d'accompagnement de ce que vous en avez pensé, c'est avec plaisir. Et en tout cas, une fois que vous avez rempli, ben, on vous remercie encore. Je te remercie encore énormément, Alexandra, pour d'avoir accepté déjà ce travail. Je sais que ça n'avait été pas forcément facile pour toi de l'accepter au départ, donc merci beaucoup. Et bravo et Merci à félicitations toi. pour la clarté de ta présentation. Merci. Vous pouvez mettre d'autres notes, hein, je ne vais pas me vexer. Alexis non plus, je pense. Non, c'est moi qui remplis le chat là. Merci beaucoup. Alexandra, si tu encore 5 minutes, on peut rester en ligne tous les deux 5 minutes pour conclure ensemble. Ouais, avec Et plaisir. moi, je vais stopper l'enregistrement. Bon courage, Nadège.